Bien, du coup, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt, vu l'heure. Merci d'être venus assister à cette conférence un peu très spécifique, on va dire, hein, puisque ce soir, on va parler de Star Wars, de l'univers légende et plus particulièrement des Mandaloriens. Donc, qui sont un peuple de Star Wars qui ont une histoire et une culture assez à part par rapport à tous les autres peuples et assez intéressante. C'est un peuple que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai souhaité vous le présenter ce soir. Donc, on va commencer sur un premier petit point, parce que je ne sais pas combien vous êtes à connaître Star Wars ou pas. Donc, on va commencer avec un premier petit point généralisé sur Star Wars. Donc là, pour vous faire une idée, ça, c'est la galaxie telle qu'elle existe dans l'univers Star Wars. La galaxie dans laquelle se passent toutes les aventures. Vous avez là une carte que je vous ai fait qui vous représente toutes les planètes qu'on voit dans les 9 films. Donc voilà, je vous les refais rapidement. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 1, la menace fantôme, l'épisode 2, l'attaque des clones, l'épisode 3, la revanche des Sith, l'épisode 4, un nouvel espoir, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, l'épisode 6, le retour du Jedi, l'épisode 7, le réveil de la force, l'épisode 8, les derniers Jedi, et l'épisode 9, j'ai perdu le nom, l'ascension de Skywalker. Voilà. Donc pour vous donner une idée rapidement, les éléments qui sont dans des carrés, c'est parce que les planètes concernées, Jakku, Takodana ou Tkar par exemple, on ne sait pas exactement. On sait qu'elles sont par là, mais elles apparaissent pas sur cette carte-là. On verra plus tard, ça c'est une carte légende et ces films-là sont canons. Donc vous avez déjà voilà une idée d'où se passe à peu près l'aventure. On rajoute une dizaine de planètes quand on rajoute les 2 spin-offs, c'est-à-dire Rogue One et Solo. Donc pareil, hein, c'est des films qui sont sortis en fait après l'édition de cette carte-là, donc certaines planètes n'existaient pas sur cette carte-là. Donc ça, c'est la partie, on va dire, spatialité de l'univers Star Wars. Je vous ai fait une petite diapo rapide sur la partie temporalité. Pour vous donner une idée, alors je précise, hein, on n'est pas à l'échelle du tout. Sinon, l'ancienne République, elle couvrirait à peu près tout ça. Il aurait fallu que je case le reste dans le petit carré là. Donc voilà, donc on commence l'histoire de la... Alors, c'est pas l'histoire de la galaxie à proprement parler, parce que la galaxie, elle apparaît avec le Big Bang il y a quelques milliards d'années. Donc on commence en fait sur une période qu'on appelle la pré-république. C'est à l'époque où toutes les planètes qu'on a vues avant, elles commencent à avoir des espèces intelligentes qui vivent dessus, donc qui se développent, des civilisations. Mais à ce moment-là, les civilisations, elles maîtrisent pas le voyage spatial. Donc bah du coup, chaque planète, elle a sa propre république, son propre mode de vie, quoi. Elles sont indépendantes toutes les unes des autres. Donc c'est l'ère qu'on appelle la pré-république. À partir de l'an moins 25 000, là les planètes, les civilisations commencent à découvrir l'art du voyage spatial et donc ils se réunissent pour former ce qu'on appellera l'ancienne république. C'est pendant l'ancienne république que se passent les trois films de la prélogie. Donc l'épisode 1 qui se passe pendant l'an moins 32, l'épisode 2 qui se passe pendant l'an moins 22, et l'épisode 3 qui lui marquera la séparation entre l'ancienne République et l'avènement de l'Empire, puisque pour ceux qui ont vu le film, hein, ça se termine sur l'empereur qui prend le pouvoir, qui détruit la République pour créer donc son empire galactique. C'est sous l'Empire galactique que se passent les épisodes 4, 5 et 6. Donc le 4, c'est l'an 0. Donc l'an 0 de référence, en fait, si vous avez vu le 4e film, donc Un Nouvel Espoir, c'est l'année où explose l'étoile noire. Voilà, ça a été fixé comme ça. L'explosion de l'étoile noire, ça marque l'an 0. Donc l'épisode 4 se passe pendant l'an 0. L'épisode 5 se passe 3 ans après pendant l'an plus 3. L'épisode 6, le retour du Jedi, se passe à l'an plus 4. Et donc l'an plus 4, ils mettent fin à l'Empire galactique, apparaît la Nouvelle République. Donc là, très rapidement, je vous ai pas mis les épisodes 7, 8 et 9 parce qu'on en revient au fait que là, on est dans l'histoire de la galaxie légende et que les épisodes 7, 8 et 9 sont dans le canon. Donc à partir de l'an plus 4, toute cette partie-là, c'est propre à l'univers légende et l'univers canon développe une histoire différente. C'est-à-dire que là, vous avez la Nouvelle République. De mémoire, l'épisode 7, il se passe en plus 34, quelque part par là, au moment où on a l'avènement du Nouvel Ordre. Donc l'Alliance Galactique et le Nouvel Empire Sith, ça n'existe pas dans le canon. Alors, justement,
pour un peu plus de détails, pour ceux qui commencent déjà à être perdus avec l'univers étendu, les légendes et tout, je vais vous présenter rapidement, avant d'attaquer sur le vif du sujet, qu'est-ce que l'univers légende, enfin qu'est-ce que l'univers étendu déjà, et ensuite qu'est-ce que la différence entre légende et canon. Donc l'univers étendu, pour faire très simple, c'est toutes les œuvres, en dehors des 9 films, c'est toutes les œuvres qui ont été autour. Donc l'univers étendu, il a débuté en 1978, pardon. Donc en 77 vient de sortir Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, c'est le seul et unique film Star Wars qui existe à ce moment-là. Et en 78, George Lucas sort un film qui s'appelle Au temps de la guerre des étoiles. Et juste après, on a un auteur qui sort un roman, avec mon super accent anglais, Splinter of the Main's Eyes. Donc il y a un roman qui n'a jamais été traduit en français, c'est pour ça que j'ai pas le nom. Et avec ça, naît l'univers étendu. Puisque c'est des histoires qui vont développer des histoires, des personnages, des lieux, des événements qu'on ne voit pas dans les 6 puis dans les 9 films. Donc voilà, l'univers étendu, en fait, c'est un univers transmédia. Ça inclut des romans, des comics, des séries télévisées, des téléfilms, des séries animées, des jeux vidéo, des jeux de rôle. Enfin, ça inclut tout ce qui peut exister sur l'univers Star Wars. C'est en grande partie géré par George Lucas, jusqu'en 2012 en tout cas, on va voir par la suite, et notamment par tout un collectif d'auteurs, parce que tous les romans vont se suivre, mais ne vont pas forcément être écrits par les mêmes auteurs. Donc vous comprenez bien que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde se mette un peu d'accord, parce que s'il y en a un qui tue un personnage alors que l'autre est en train d'écrire le roman d'après avec le même personnage, ça se passe pas forcément bien. Donc l'univers étendu, ça compte à peu près 5000 œuvres, à la louche. Sachant que c'est à peu près 2 à 3000 œuvres si on enlève tous les jeux de rôle. Donc il y a énormément de jeux de rôle sur l'univers Star Wars qui ont été développés. Et donc ça couvre à peu près donc de l'an moins 36 500 à l'an plus 137. Donc comme on a vu sur la frise avant, ça couvre quand même une très très grosse chronologie. Donc ça c'est voilà ce que c'est que l'univers étendu. Maintenant, la différence canon-légende. La différence canon... Ah pardon, j'ai trop vite. Donc je vous ai mis là un modèle de tout ce qu'on peut trouver qui sont de l'univers étendu. Donc le fameux Star Wars Holiday Special, donc le Au temps de la guerre des étoiles. Admirez la superbe affiche Photoshop. 78, on fait avec ce qu'on a. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques modèles. Donc là, c'est un roman, L'Aube des Jedi, qui se passe en moins 36 000 et des poussières. C'est un de ceux qui développent le tout début de l'histoire des Jedi. La série The Clone Wars, qui a beaucoup fait parler d'elle. La série The Mandalorian, dont on en parle pas mal maintenant puisqu'elle vient tout juste de sortir par Disney+. Vous avez des comics BD, donc là, voilà, je vous en mets plusieurs modèles. Rogue One, voilà, le Rogue One ou Solo, ça fait partie des spin-offs à proprement parler. C'est de l'univers étendu, c'est pas les films à proprement parler. Là, je vous ai mis un jeu vidéo en piratoire. Là, donc c'est une couverture de jeu de rôle pour vous montrer qu'il y a un peu de tout. Ça, c'est une couverture de roman, un petit coup de cœur particulier. C'est un de mes romans préférés, c'est pour ça qu'il est là. Une autre couverture de comics qui là, lui, se passe en l'an plus 138, pardon, donc il se passe dans le futur par rapport au film. Et voilà, encore un autre. Alors là, c'est vraiment les BD à la mode Delcourt comme elles sont faites en France. Et là, Dark Times, c'est des comics à l'américaine. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu tout ce qui existe dans l'univers étendu. Et on arrive en 2014, l'année qui change tout. J'exagère qu'à moitié parce qu'en fait, vous allez vite comprendre, c'est cette année qui fixe la différence entre canon et légende. Donc en 2012, ça commence juste avant, Lucasfilm est racheté par Disney. Donc Disney acquiert tous les droits sur Star Wars. Et à partir de là, Disney décide de créer ses propres histoires. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se dire que tous les romans qui sont sortis, tous les comics qui sont sortis ou les jeux de rôle, c'est pas forcément des histoires intéressantes à développer, donc ils veulent créer leurs propres histoires. Et notamment, ils ont pour projet de faire les films 7, 8 et 9. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où ils commencent à réfléchir au film 7, il y a déjà tout un tas de romans qui existent sur qu'est-ce qui se passe après l'épisode 6. Et eux, ça les intéresse pas de mettre en place ces romans-là et de reprendre une histoire qui existe déjà. Donc ils décident de créer leurs propres personnages et leur propre temporalité. Du coup, on se retrouve avec des personnages qui, à partir de l'épisode 6, et voire même sur des épisodes avant, quand ils vont raconter des histoires qui se passent avant la menace fantôme, on va se retrouver avec des personnages ou des événements qui vont plus rien avoir à voir entre ce qui s'est passé chez Disney et ce qui s'est passé chez les romans.
Donc du coup, en 2014, ils décident de faire une séparation de l'univers étendu en 2 timelines différentes. Il y a la timeline qu'on va appeler canon, c'est-à-dire tout ce qui est officiel et créé par Disney. Donc ça va inclure donc les 6 films qui existaient déjà, plus les 3 qu'ils ont fait derrière, les 9, les 2 spin-offs, Rogue One et Solo. Ça va inclure toutes les séries Disney+, donc The Mandalorian par exemple, qui ont été créées après. Ça va inclure diverses séries animées qui existaient avant le rachat, notamment la série The Clone Wars, qui elle est inclue dans le canon parce que Disney avait déjà un peu commencé à bosser dessus et tout. Donc ça inclut aussi toutes les séries Rebels ou Résistance. Et ça va inclure tous les nouveaux romans et comics qui sont supervisés par Disney, qui peuvent encore sortir aujourd'hui. Et du coup, tout ce qui existait avant et qui ne fait plus partie de ce qu'on a cité là, ça devient le légende. Sauf forcément les 6 premiers films, puisque bah eux, ils sont la source de tout. Donc ils sont intégrés aussi bien aux légendes qu'au canon. Donc du coup, nous, on va parler de l'univers légende. Alors pourquoi particulièrement? C'est parce que, je vous disais, il y a certains personnages qui voient leur histoire complètement différente suivant si c'est l'histoire du canon et du légende. Et il y a certains peuples, c'est le cas aussi. Et les Mandaloriens, ils ont une histoire complètement différente entre le canon et le légende. Et moi, j'ai une nette préférence pour leur histoire légende, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà, pour donner une idée à peu près à ceux qui connaissent un peu Star Wars, les Mandaloriens, on arrive vraiment là dans le vif du sujet, ils sont présents dans à peu près tous ces supports-là. Donc là, vous avez les Mandaloriens de la série The Clone Wars, celle de la série The Mandalorian, celle de la série Rebelle, celle du jeu vidéo Old Republic, celle des romans République Commando ou celle des comics, comme le comics Jango Fett. Donc ça, c'est l'univers étendu global, on va dire. Maintenant, pour vous donner une petite idée, voilà, ces trois-là, on oublie, parce que ça, c'est des séries canon. Donc c'est des Mandaloriens dont on parlera pas. Leur histoire, leur mode de vie et tout, il a rien à voir avec le mode de vie légende, donc eux, on n'en parlera pas. Par contre, là, les 3 autres, donc ceux du jeu vidéo The Old Republic, ceux des romans République Commando, ceux des comics Jango Fett, et encore bien d'autres, c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà, si j'ai perdu personne, on attaque sur le vif du sujet, les Mandaloriens. Donc les Mandaloriens, on va commencer un peu par leur histoire. Donc qui est une histoire, vous allez le voir, qui est très basée sur la guerre. Donc pour commencer, les Mandaloriens, ça part du peuple Tong. Donc c'est pas des humains, c'est des humanoïdes qui font à peu près 2 mètres, qui ressemblent à ça. Donc c'est eux qui sont à l'origine de tout. Donc voilà, pardon. Donc à l'origine, ils vivaient sur Coruscant, ici dans la galaxie, et ils ont été en conflit avec un peuple humain qui vivait aussi sur la planète. Et du coup, suite à ce conflit, ils se sont exilés sur la planète Ron. Ils ont pris le nom de Da Verda Veda, les guerriers de l'ombre. On va parler beaucoup mandalorien ce soir aussi, vous allez voir. Il a sa propre langue qui est développée. Donc ils ont pris le nom des guerriers de l'ombre, ils se sont installés sur la planète Ron. Et leur premier chef, Mandalore le premier, a lancé toute une opération de conquête de la galaxie. Hop, ils sont partis un peu partout dans la galaxie conquérir des planètes les unes après les autres, sous l'égide de Mandalore le premier. Et puis à un moment, ils ont décidé de s'installer sur une planète qu'ils ont renommée Mandalore en hommage à leur premier chef. Mandalore en mandalorien, ça veut dire chef unique. Voilà. Donc c'est un titre en fait. Donc en hommage à leur Mandalore, ils ont renommé la planète Mandalore et ils ont pris le nom de Mandaloriens. Et à partir de là, une fois installés sur cette planète et pendant leur période de conquête, ils ont commencé à intégrer tout un tas d'autres espèces dans leur rang. C'était une organisation militaire en fait, et bah toute personne qui voulait devenir un guerrier mandalorien pouvait les rejoindre. Donc ça a créé une société guerrière clanique multiethnique, puisque du coup il y avait des Tongs, il y avait des humains, et il y avait tous les autres peuples qu'on peut trouver de Star Wars qui se battaient à leur côté sous ce costume d'armure qui était assez célèbre dans la galaxie à l'époque. Donc là on est à l'époque, comme si vous vous souvenez de la première frise, on est à l'époque de l'ancienne République. On est sur tous les débuts, on est vers l'an moins 5000 et des poussières. Donc voilà, on commence avec une première période qui est la période des conquérants. Donc voilà, on est en l'an moins 7000 avec Mandalore le premier qui crée l'organisation des croisés mandaloriens. Donc à l'époque, voilà, je vous ai mis une petite illustration, c'est à ça que ça ressemble leur armure à l'époque.
Donc on est sur toute une période de conquête. Donc ça dure quelques temps jusqu'à ce qu'on arrive en moins 4000 à l'époque de Mandalore l'Indomptable. Donc Mandalore l'Indomptable, il capitule face au Sith. Alors on va parler un peu Sith, Jedi et tout. Ça va peut-être, pour ceux qui connaissent pas Star Wars, il y a peut-être des termes qui vont vous perturber, Sith, Jedi, Grande Guerre, Guerre des Sith. Enfin, c'est pas le plus important pour comprendre. Si vous devriez pouvoir suivre, même si les termes sont obscurs pour vous, quoi. Donc voilà, donc on arrive, ils capitulent face aux Sith, ils intègrent leur camp et ils participent donc à la Grande Guerre des Sith en moins 3996. Et ils trouvent la mort pendant cette guerre-là. Donc il est remplacé par Mandalore l'Ultime, qui pour le coup est le dernier Mandalore Tong connu. À partir de là, il y aura plus que des humains qui deviendront des Mandalores. Alors Mandalore c'est le titre, hein, sinon c'est Mandalorien le peuple. Donc lui, en moins 3996, il met en place les néo-croisés mandaloriens. Donc c'est juste un mode de fonctionnement un peu différent et une armure un peu différente pour mieux les reconnaître sur le champ de bataille. Mais sinon, voilà, sur le fond, on est toujours sur une période où ils conquièrent à peu près tous les mondes qui leur tombent sous la main. Donc du coup, on arrive toujours sous toujours sous Mandalore l'Ultime, on arrive à un moment où, à force de conquérir, il déclenche les guerres mandaloriennes. Donc il va conquérir à peu près toutes les planètes, jusqu'en moins 3963, où là il fait une petite bêtise, c'est qu'il commence à s'attaquer à des planètes qui sont dans la République, dans l'ancienne République. Et là, dans l'ancienne République, il y a un petit groupe de Jedi qui commence à dire que les Mandaloriens, ça va bien, mais là, ils commencent à s'en prendre à des planètes qui nous sont fédérées et on n'est pas très content, ça nous plaît pas. Donc, il y a un groupe de Jedi mené par Revan, donc qui s'appelle les Revanchistes, qui part au combat pour essayer d'arrêter les Mandaloriens, et notamment Mandalore l'Ultime. Et ce qui devait arriver arriva. En moins 3960, Mandalore l'Ultime trouve la mort face à Revan. Et avec sa mort, c'est l'espèce des Tongs qui disparaît définitivement. Donc suite à la mort de Mandalore l'Ultime, on a une dispersion des Mandaloriens un peu partout dans la galaxie. Ils restent sur les planètes qu'ils ont conquises, mais ils arrêtent d'aller conquérir les planètes qui ne sont pas les leurs. Donc on arrive à la fin du temps des conquérants, et là on est qu'en moins 3960. Donc ensuite on arrive à ce qu'on va appeler l'ère des mercenaires. Donc quelques temps après la mort de Mandalore l'Ultime, on a Canderous Ordo, qui est un mercenaire humain, qui devient Mandalore le Sauveur. Il va tout faire pour essayer de faire revenir les clans, essayer de refédérer à nouveau les Mandaloriens derrière lui. Donc ça, en moins 3951, il va s'allier avec l'Ancienne République, leurs anciens ennemis, si vous vous souvenez, contre Dark Nihilus, qui est un seigneur Sith qui commence à poser des problèmes. Et ça va permettre aux Mandaloriens un peu de prendre leur revanche contre les Sith qui les avaient entraînés dans les guerres précédentes. Et à la fin de ce combat, on arrive à la fin de la nation fédérée. C'est-à-dire que il y a des Mandaloriens qui ont suivi Ordo jusqu'à ce combat-là et qui à partir de là commencent à dire qu'ils n'ont pas l'intention de le suivre et qu'ils vont mener leur propre vie de leur côté. Donc on n'a plus vraiment une nation fédérée, on a juste des petits clans de mercenaires qui vivent leur vie chacun de leur côté un peu comme ils l'entendent, toujours à la mode mandalorienne, bien sûr. On va voir après ce que c'est la mode mandalorienne. Et puis on arrive presque 300 ans plus tard, du coup, en moins 3681, avec Mandalore le moindre, Mandalore le petit, ça dépend des traductions, hein, ils ont des noms un peu différents, qui reprend le pouvoir aidé par les Sith. C'était un gladiateur en fait. Les Mandaloriens, ils élisent comme chef quelqu'un qui leur paraît fort et puissant. Donc en gros, ce que les Sith ont fait, c'est qu'ils l'ont aidé pendant les combats de gladiateurs à gagner, jusqu'à ce qu'il arrive premier du coup, et que les Mandaloriens se disent que ça peut être intéressant finalement de le suivre, il a l'air fort. Donc du coup, avec Mandalore le petit à leur tête, les Mandaloriens s'attaquent à nouveau à la République aux côtés des Sith pendant la Grande Guerre galactique.
Et en moins 3653, Mandalore le Vindicatif, le Justifié, pareil, ça dépend des traductions, prend le pouvoir en assassinant Mandalore le Petit. Donc il prend le pouvoir, il met fin à la Grande Guerre galactique. Alors on a bien une tentative de soulèvement par d'autres Mandaloriens. Donc c'est Jicon, Cadera, les noms vous parleront pas, hein, ils me parlent même pas à moi, mais voilà. Avec le schisme du combattant qui essaye de reprendre le pouvoir, mais ça marche pas beaucoup. Et à partir de là, les clans font sécession et chacun retourne un peu de son côté. À ce moment-là, il y a plein de petits Mandalores qui apparaissent par-ci par-là. Chacun a son propre chef un peu et fait ce qu'il veut. Et puis en moins 3637, c'est l'Empire éternel qui arrive dans la galaxie, qui commence à essayer de prendre le pouvoir. Et donc là, on a Mandalore la Vengeresse qui, elle, va aussi prendre le pouvoir. Elle va réussir à nouveau à fédérer une dernière fois tous les clans ensemble pour aller combattre aux côtés des Sith, des Jedi et de tous les autres combattants contre ce fameux Empire éternel qui essaye de prendre le pouvoir dans la galaxie. Et à la fin de l'Empire éternel, les Mandaloriens décident qu'ils vont arrêter de choisir entre les Sith ou les Jedi. Ils vont pas privilégier un camp par rapport à l'autre. Donc en gros, l'idée c'est que les clans resteront bien fidèles à un seul Mandalore, comme Mandalore la Vengeresse a remis les choses en place, mais ils vont surtout agir en tant que mercenaires dans divers conflits à leur guise et dans tous les camps. Donc on pourra très bien croiser des Mandaloriens qui se battent du côté des Jedi, comme des Mandaloriens qui se battent du côté des Sith, ou des qui se battent du côté de la République, comme des qui vont se battre du côté d'autres ennemis de la République. Donc du coup, on arrive à la fin de la domination des Mandaloriens sur d'autres planètes que la leur. À partir de là, ils se replient. Ils quittent toutes les planètes sur lesquelles ils ont un peu envahi. Ils laissent les peuples reprendre leur vie en main et ils se replient sur Mandalore. Et là, on va faire un énorme bond dans le temps parce qu'on va arriver en l'an moins 60. Donc en gros, faut voir que de l'an moins 3637 à moins 60, on n'a quasiment rien sur ce qui s'est passé pour les Mandaloriens. C'est pas développé. On sait que voilà, ils étaient en clan, ils vivaient leur vie, ils faisaient du mercenariat et voilà, fin de l'histoire. Donc là, on arrive en l'an moins 60. Donc à l'époque, en l'an moins 60, c'est Jaster Merel qui est à la tête des Mandaloriens. Ce qui s'appelle un groupe, c'est les Mandaloriens véritables. C'est le nom qu'ils ont pris. Donc, il essaye de faire suivre au mieux la doctrine donc de Mandalore le Sauveur, qui s'appelait Ordo, je vous rappelle. Hein. On est en période de paix assez relative. Les Mandaloriens font leurs affaires de mercenariat, sans plus. Juste à ce moment-là, c'est vers l'an moins 60 en fait qu'on recommence à parler d'eux, puisque là, on a une branche dissidente qui se crée, qui est menée par Thor Vizsla, qui s'appelle la Death Watch. Donc, c'est une branche qui décide que les Mandaloriens véritables avec Jaster Merel sont un peu trop souples et eux ils veulent essayer de revenir un peu au temps des conquérants et voilà, les Mandaloriens à cette époque-là sur la galaxie, c'est rien, on n'en parle pas, ils sont pas connus, ils sont juste connus pour être mercenaires sans plus. Eux, ils voudraient revoir un peu une meilleure image des Mandaloriens. Donc là, je vous ai remis une image là pour voir de Jaster Merel qui sauve Jango Fett, hein, qu'on voit dans les films. Plus tard, on y reviendra, mais voilà. À chaque fois, j'ai essayé de vous mettre des illustrations qui viennent de comics, de jeux et tout pour essayer d'illustrer un petit peu aussi tout ce qu'on voit. Donc on arrive donc à l'époque de Jaster Merel. En moins 52, Jaster Merel finit par se faire assassiner par Vizsla. Il tombe dans un guet-apens et Thor Vizsla l'assassine. Donc Jaster Merel, qui avait adopté Jango Fett après l'avoir sauvé et en avait fait un Mandalorien, est décédé. Et le peuple décide d'élire Jango. Donc c'est Jango Fett qui devient le Mandalore en moins 52. Donc on est toujours sur une période où ça va à peu près. Il y a certes des distensions avec le Death Watch, mais sans plus. Jusqu'à cette fameuse année, l'an moins 44, où là, à son tour, Fett est piégé par Vizsla. Mais alors là, en plus d'essayer d'assassiner Fett, ça va au-delà puisque Thor Vizsla monte un piège et entraîne les Jedi dans sa combine et une grande partie des guerriers de Fett, voire la totalité des guerriers de Jango Fett, se fait assassiner par la République et les Jedi sur un malentendu. En gros, ils arrivent sur une scène de crime et les Jedi arrivent derrière et les accusent d'être responsables du crime alors que c'était Vizsla qui avait fait tout ça.
Donc voilà, donc en l'an 44, on a Jango Fett qui est fait prisonnier. Alors c'était le Mandalore. Il est capturé par la République. Donc on se retrouve avec une population sur Mandalore qui va vivre sans son chef, mais bon, ça leur pose pas trop de problèmes. Ils vivent leur vie tranquillement. En moins 32, du coup, on a Fett qui parvient à s'échapper de la République et qui se venge en assassinant Vizsla à son tour. Et derrière, il décide de pas revenir sur Mandalore. Il décide de partir, de vivre sa vie de chasseur de primes et de mercenaire. Et c'est à ce moment-là, donc l'an moins 32, on arrive à l'époque du premier film Star Wars, c'est-à-dire La menace fantôme. C'est à cette époque-là que Jango Fett va rencontrer les Kaminoans et va accepter de se faire cloner. Et en plus de se faire cloner, donc de fournir du matériel génétique pour l'armée de clones, il va emmener avec lui 75 autres guerriers mandaloriens qui vont l'aider à former ses clones. Donc c'est ce qu'on appelle des Cuvaldar, ceux qui n'existent plus. C'est-à-dire que, dans la langue mandalorienne, ceux qui n'existent plus, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit aux leurs qu'ils étaient morts. Ils sont partis en leur disant « oubliez-nous, on va mourir ». Et ils sont partis s'effacer. Ils sont partis aider Jango Fett à élever, former les clones sur Kamino. Donc voilà, à partir de là, vu qu'ils sont formés par des Mandaloriens, on a une bonne partie des commandos clones de l'armée de la République qui sont élevés comme des Mandaloriens et qui du coup vont intégrer la culture mandalorienne au reste de leur enseignement. Et sur Mandalore, il y a pas de sur la planète Mandalore, du coup, il n'y a pas de chef, mais c'est pas grave. Les clans s'organisent comme ils peuvent. Officiellement, le chef, il est juste parti et il leur donne pas d'ordre, mais il est toujours là. Et ensuite, on arrive sur la période des films, on arrive à une période un peu de clandestinité. Donc en l'an moins 22, c'est ce qu'on voit dans le Star Wars épisode 2. Jango Fett trouve la mort face à Mace Windu pendant l'attaque des clones sur Geonosis. Donc peu de temps après, on n'a pas les dates exactes, mais en gros, on sait que vers l'an moins 20 à peu près, on a Spark, un ancien clone. C'est un ancien commandant clone qui a déserté et est devenu Mandalore le Résurrecteur. Il a formé avec lui les protecteurs mandaloriens pour essayer un peu de reprendre l'ensemble du peuple en main. Il est guidé par Sidious en fait en sous-main. Dark Sidious lui donne pas mal d'ordres, pas mal de missions, pas mal de massacres à faire. Et en l'an moins 19, au moment où Sidious prend le pouvoir et devient l'empereur Palpatine, il décide que les protecteurs mandaloriens, ils sont un peu problématiques, ils en savent trop, donc il les fait massacrer. On a 3 survivants, donc Spar, on a Fen Shisha et j'ai perdu le nom du dernier. Vous m'excuserez. Donc on a 3 survivants des protecteurs mandaloriens qui échappent au massacre. Spar décide d'abandonner son titre et de partir vivre sa vie. On n'entendra quasiment plus parler de lui à partir de là. Et du coup, c'est juste après que Fen Shisha, son compagnon, Sisa, je sais pas comment ça se prononce, devient Mandalore. Et donc à ce moment-là, l'Empire a pris le pas. Donc on arrive de l'ancienne République à l'Empire galactique, et l'Empire domine également sur Mandalore. Donc de l'an moins 19 à l'an plus 3, Mandalore sera sous domination impériale. Elle aura perdu son autonomie, quoi. Donc du coup, Shisa va essayer de mener une petite guérilla urbaine contre l'Empire pour essayer de libérer les siens. Ça dure à peu près jusqu'à l'an plus 3, où là, donc Leia, à l'époque, en an plus 3, donc on est entre l'épisode 5 et l'épisode 6, Leia est à la recherche de Han Solo et donc de Boba Fett qui l'a cryogénisé pour ceux qui ont suivi les films. Et donc, vu qu'elle sait que Boba est mandalorien, elle se rend sur la planète Mandalore et elle va aider Shisa à chasser l'Empire de Mandalore. À partir de là, ils vont reprendre la main sur leur planète et ils vont reprendre une vie clanique habituelle. Et on continue un peu, on arrive beaucoup plus tard dans l'histoire, en l'an plus 23, donc on sait pas trop à quel moment, mais Boba récupère le titre de Mandalore après avoir tué et combattu Shisa. Donc Boba Fett revient sur sa terre natale en fait, donc c'est le Boba Fett tel qu'on le voit dans le film là, avec Han Solo cryogénisé juste à côté. Donc il revient sur Mandalore, prend le titre de Mandalore.
Et puis voilà, bon, il se passe quelques années, et puis en l'an plus 25, on a les Yuuzhan Vong qui envahissent la galaxie. Je vous ai mis une image des Yuuzhan Vong, là, c'est ces machins-là tout dégueulasses. C'est un peuple extragalactique, c'est-à-dire c'est un peuple qui à la base n'est pas né dans cette galaxie-là. Ils arrivent de l'extérieur de la galaxie. Ils envahissent la galaxie, ça couvre toute une partie, ça couvre près d'une centaine de romans, toute cette histoire de l'invasion des Yuuzhan Vong. Donc à ce moment-là, quand les Vongs arrivent dans la galaxie, ils sont aidés des Mandaloriens, mais en fait, les Mandaloriens, ils jouent un double jeu. C'est-à-dire que dès que les Vongs sont arrivés sur Mandalore, ils leur ont dit « Ok, on vous aide ». Et derrière, en douce, ils ont filé toutes les aides possibles donc à l'Alliance Galactique qui s'est formée pour les combattre, pour essayer de trouver les points faibles des Vongs et essayer de les détruire. Donc Boba participera à tout ça. Et donc du coup, à l'an plus 30, une fois l'invasion terminée, les Yuuzhan Vong sont chassés de la galaxie et les Mandaloriens rejoignent l'Alliance Galactique pour mener leur vie. À partir de là, on n'aura plus aucune intervention mandalorienne à l'échelle galactique. Ils continueront de vendre des services de mercenaires, de chasseurs de primes, de forgerons, de tout ce que vous voulez, mais resteront discrets. On n'aura plus aucun engagement ouvert au titre de la nation dans les conflits. Et on arrive dans les années où les Mandaloriens ne sont plus développés. Donc la suite de l'histoire sera à découvrir dans les prochains romans ou choses comme ça de l'univers étendu qui sortiront. Donc voilà, là on a fait le tour sur la partie histoire des Mandaloriens. Donc vous l'aurez vu, la culture, enfin l'histoire des Mandaloriens, elle tourne autour de la guerre. Du coup, vous vous doutez bien que la culture des Mandaloriens, elle va forcément tourner autour de l'art du combat. Donc les Mandaloriens, en fait, ils vivent sur un, comment on appelle, un credo qui s'appelle, c'est le Rezolnar. Donc le Rezolnar, c'est les 6 actions. Rezol, c'est 6. Donc c'est les 6 actions qui ont été mises en place à tout début des Mandaloriens, vu que les origines remontent à l'époque des croisés mandaloriens, donc vers l'an moins 7000, à l'époque de Mandalore le premier. Donc c'est ces 6 principes, ça se résume comme ça. Je vous les épargne en mandalorien, je vous les fais directement en français. L'éducation, l'armure, l'autodéfense, notre tribu, notre langage, notre chef, tout ce qu'il nous faut pour survivre. Voilà, ça c'est leur credo. À partir du moment où ils appliquent ces 6 principes-là, on est mandalorien. Donc concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par élever ses enfants dans la voie mandalorienne. Ça se traduit par porter une armure, être capable de se défendre et défendre sa famille, contribuer à la survie et à la prospérité de son clan ou de sa tribu, parler le Mandoa, donc leur langage, se rallier à la bannière du Mandalore quand celui-ci appelle. À partir du moment où vous respectez ces 6 principes-là, vous êtes un Mandoan, quelle que soit la planète sur laquelle vous êtes né, quelle que soit votre espèce, quel que soit votre passé ou quoi que ce soit. Si vous respectez ces 6 principes-là, vous êtes considéré comme un Mandoan, donc un Mandalorien. Mandoad, c'est Mandalorien en Mandoa. Donc voilà, donc là j'ai souhaité vous présenter rapidement les fameux 6 principes. Donc je suis passée par des citations parce que je trouve que ça présente à peu près bien l'ensemble. Donc le premier principe, Jour, la transmission des valeurs. C'est une citation, un proverbe que j'aime beaucoup. Peu importe qui était ton père, seul importe le père que tu vas devenir. Ça résume énormément de la pensée mandalorienne en fait, puisque du coup le principe de la transmission des valeurs, c'est donc d'inculquer aux jeunes les valeurs mandaloriennes. Ça passe aussi bien par le père que par la mère. Ils vont tous les deux inculquer ces valeurs-là aux enfants. Donc c'est une transmission de l'héritage culturel. Ça se transmet aussi bien aux enfants biologiques du couple qu'aux guerriers qui vont être formés par le dit couple. Un Mandalorien peut très bien prendre un jeune guerrier sous son aile. Voilà, donc la transmission des valeurs, elle se fera par là aussi. Donc, faut savoir que pour les Mandaloriens, la culture et le respect des valeurs, ça compte beaucoup plus que toutes les possessions personnelles. Le Mandalorien, il n'est pas jugé sur ce qu'il possède, mais sur ce qu'il enseigne. Donc, c'est pas forcément le plus riche qui va être le meilleur Mandalorien, c'est celui qui aura le mieux formé ses enfants. D'où la fameuse citation, peu importe le père que tu as eu, seul importe celui que tu seras. Et donc, du coup, c'est pour ça que, notamment donc, pour les Q-Valdar, donc les fameux Mandaloriens qui ont accompagné Django pour former les clones,
Bah, en fait, ils sont arrivés, ils ont récupéré des clones qui étaient enfants, donc ils leur ont transmis leurs valeurs, ils leur ont appris à utiliser les armures, parce que vous constaterez que les armures clones ressemblent énormément aux armures mandaloriennes. Donc pour eux, pour beaucoup, les clones étaient simplement des Mandaloriens, ni plus ni moins. C'est un peu ce que représente cette image-là, que je trouve très jolie et très parlante. Donc là, un enfant clone et puis son formateur qui le forme pour devenir un excellent Mandalorien. Alors la visière hantée, c'est la visière très représentative de l'armure des clones, mais avant tout de l'armure mandalorienne. Donc ensuite, on arrive sur la partie Beskar Gam, l'armure, donc qui est très distinctive des Mandaloriens. Là, pareil, je vous ai remis une petite citation qui vient d'un roman que je trouve assez intéressante, qui explique le port de l'armure. Donc il dit « Nous avons 2 raisons de porter l'armure. La première est qu'ainsi nous sommes difficiles à tuer. La seconde est qu'ainsi nous sommes tous Mandaloriens, aussi différents que nous puissions l'être de nos frères et sœurs. » Parce que ce que je vous ai dit, les Mandaloriens, peu importe l'espèce, vous pouvez être Mandalorien. Mais du coup, derrière une armure, impossible de savoir si vous êtes humain, si vous êtes Togarien, si vous êtes... je cherche des noms d'espèces, ça me revient pas. Mais enfin voilà, impossible de savoir à quelle espèce vous appartenez face à l'armure. Donc, du coup, je vous ai mis quelques modèles d'armure. Donc ça, c'est l'armure à l'époque de l'Ancienne République, c'est l'armure des néo-croisés. Donc la fameuse visière hantée, très représentative. Et là, ça, c'est l'armure un peu plus connue. C'est typiquement, ça, c'est l'armure de Jango Fett, telle qu'on la voit dans les films. Donc l'armure mandalorienne, elle est faite à partir de Beskar, qui est du fer mandalorien. Elle est hyper robuste et hyper léger parce que du coup, ils ont développé des techniques de métallurgie qui leur permet de faire des pièces légères mais solides, qui protègent notamment des tirs de blaster, des tirs de laser ou des sabres laser même. Parce que pour info, si Django il se fait décapiter, c'est parce que Mace Windu il tape juste à cet endroit-là où il n'y a rien qui protège la gorge. Donc voilà, donc elle a de nombreux accessoires qui sont interchangeables en fonction des missions. Vous pouvez changer les accessoires à volonté sur votre armure. Et donc du coup, voilà, la fameuse visière hantée qui rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première image des Tongs, ils avaient un visage assez hanté. Donc je vous ferai pas le détail de toutes les pièces de l'armure. Vous pouvez avoir un jackpot ou ne pas en avoir. Vous pouvez avoir le pistolet ou vous pouvez avoir des filins. Souvent il y a un comlink qui permet de... Comlink c'est une radio pour discuter. Et puis il y a toute la partie dans le buis, dans le casque, qui permet de voir, de filtrer les sons ou quoi que ce soit. C'est un Mandalorien, il peut être en train de chanter tout ce qu'il veut dans son casque. S'il n'a pas activé les haut-parleurs, personne ne l'entendra. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples aussi. Donc sur les armures mandaloriens, on trouve énormément de symboles. Ils y mettent des symboles, que ce soit des symboles honorifiques. Donc là, par exemple, vous avez le J Galar La Suez, un super accent mandalorien. Donc c'est les yeux de faucon qui crient, c'est un symbole honorifique pour les plus grands guerriers. Donc là, c'est sur le casque de Fenchitsa. Vous pouvez avoir des symboles de clans. Donc là, je vous ai mis quelques clans qui existent. Le clan Ordo, par exemple, le clan Fett à l'époque de Boba. Si vous regardez dans les films, vous trouverez ce symbole-là sur l'armure de Boba Fett. Le symbole de Jaster Myrrell, qu'on retrouve aussi sur l'armure de Boba, puisque Boba a récupéré une armure qui appartenait à Jaster Myrrell, qui était son grand-père adoptif, si on y va là-dedans. L'emblème des Mandaloriens véritables, qui est l'emblème de Jaster Myrrell, de son groupe. Le fameux crâne de Mythosaur, qui est l'emblème général d'à peu près tous les Mandaloriens, ou encore le symbole de la Death Watch. Et je vous ai mis un petit listing là aussi, parce que souvent les Mandaloriens, alors c'est pas obligatoire, ça dépend, certains vont le faire, certains vont pas le faire, mais souvent les Mandaloriens ils repeignent leur armure d'une couleur qui a une signification. Voilà, comme ça dès que tu vois l'armure, tu sais leur signification. Donc par exemple, une armure grise, ça peut représenter le deuil d'un amour perdu. Une armure dorée, ça représente un Mandalorien qui cherche une vengeance. Une armure rouge, c'est pour honorer un parent disparu. Une armure noire, c'est pour quelqu'un en quête de justice. Une armure verte, c'est pour représenter quelqu'un qui prend très à cœur son devoir. Une armure bleue pour quelqu'un qui prend à cœur la fiabilité. Ou alors orange pour celui qui veut montrer sa rage de vivre.
Après, vous pouvez tomber sur un Mandalorien qui a une armure orange, mais qui a aucune rage de vivre, hein, mais voilà, c'est aussi un code couleur qu'on peut retrouver parfois chez les Mandaloriens. Et il faut pas croire, hein, toutes les armures, elles sont pas grises comme on peut voir celle de Jaster. Elles sont très très colorées, notamment parce qu'il y avait un Mandalorien qui disait que en gros, nous voir sur un champ de bataille est une chose, mais nous échapper en est une autre. Donc en gros, ça les gêne pas d'être hyper colorés parce que de toute façon, c'est même limite, ça fait plus peur en fait aux gens qui vont être en face, de voir des armures colorées qui leur foncent dessus. Et je vous ai mis une dernière petite illustration que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Keldab Kiss. Keldab, c'est le nom de la capitale sur Mandalore. C'est la façon qu'ont les Mandaloriens de se dire bonjour et de s'embrasser surtout. Parce que bah du coup, avec un casque, vous imaginez bien que c'est pas facile de s'embrasser. Donc voilà, c'est leur façon qu'ils ont de se dire bonjour, de s'embrasser. Ou alors, c'est aussi le nom du fameux coup de boule mandalorien. Quand ils se battent et qu'ils mettent un coup de boule, ils appellent ça le Keldab Kiss aussi. Donc ensuite, le troisième principe, Aranov, savoir se défendre dès le plus jeune âge. Donc là, je laisse la parole à Mandalore le Sauveur qui disait tant qu'il restera un Mandalorien, mon peuple résistera. Notre honneur, notre destin, tout dans notre existence tourne autour du combat. Depuis les origines, il en a toujours été ainsi. Donc là, du coup, en gros, la notion de savoir se défendre dès le plus jeune âge, bah, du coup, elle arrive un peu dans l'éducation. Donc en gros, un jeune Mandalorien donc, qui est né sur la planète, de ses 0 à 8 ans, il va rester avec sa mère, il va apprendre les bases de la survie avec elle. De ses 8 à 13 ans, il va partir avec son père pour apprendre à s'entraîner avec les armes et à survivre en milieu hostile. Ensuite, il va attaquer, donc c'est un enseignement qui est essentiellement donné aux garçons, mais qui peut se transmettre également aux filles, notamment si la famille n'a que des filles. Le père va enseigner à ses filles comme il aurait enseigné à ses fils. Ou alors, elles peuvent aussi choisir de rester auprès de leur mère, qui va leur apprendre à défendre le campement et à tenir le campement. Et à 13 ans, filles comme garçons vont passer le Verdgoten, donc la naissance de guerrier, qui est un rite de passage qui prouve qu'ils sont capables de se défendre et de défendre les leurs, et donc qu'ils savent combattre et survivre. Alit, quatrième principe, la famille et le clan, les valeurs fondamentales. Donc là, je vous ai aussi ressorti un proverbe mandalorien qui dit la famille est plus que le sang. On verra un peu plus loin exactement aussi pourquoi ce proverbe. Mais en gros, le principe donc Alit, le principe qui dit donc alors, je le retrouve exactement, contribuer à la survie et à la prospérité de son clan. Ça veut dire qu'en gros, chacun va utiliser l'argent qu'il gagne pour le bien commun et que le clan va redistribuer les richesses de façon équitable pour le bien-être de tous. Donc on a une totale autonomie au sein du clan, c'est-à-dire que ceux qui sont partis pour une mission de mercenariat ou une mission de chasseur de primes, ils vont ramener l'argent. L'argent sera utilisé par ceux qui ont géré le camp derrière pour faire de la nourriture, pour réparer les armures, ce genre de choses. Voilà, c'est le clan en lui-même est autonome, il récupère de l'argent de nulle part ailleurs. Donc le principe aussi, c'est de pouvoir fonctionner en entité unique et liée. C'est-à-dire que ceux qui sont loin et qui combattent et qui travaillent parfois ne peuvent le faire qu'en sachant que le campement est bien protégé, qu'il y aura quelqu'un pour le défendre, que le ravitaillement les attendra quand ils reviendront et qu'il y aura des repas qui seront prêts et tout. Et de la même manière, ceux qui restent au camp ne peuvent pas survivre sans ceux qui sont partis au loin, soit pour combattre, pour les défendre, soit pour apporter de l'argent. Et de la même manière, au-delà de la famille ou du clan, si vous avez deux Mandaloriens sur une planète inconnue qui ne se connaissent pas et qui se croisent, si l'un d'eux est en difficulté, l'autre viendra forcément l'aider. Parce que l'intérêt global passera avant l'intérêt personnel. C'est ce principe-là, famille, clan et au-delà le peuple général. Donc ensuite, on arrive au Mandoa, un langage complexe. Je vous ai mis là, juste pour le plaisir de le mettre, un serment de mariage, donc le fameux serment de mariage Mando qui dit: «Nous sommes un quand nous sommes ensemble, nous sommes un quand nous sommes séparés, nous partageons tout, nous élèverons des guerriers». Donc c'était pour le principe de vous mettre un peu la langue mandalorienne. J'ai perdu mon pointeur, voilà. Donc là, je vais faire très rapide un petit cours de Mandoa pour ceux que ça intéresse. Donc sur le principe,
Le Mandoa, il n'a pas de passé, pas de futur. Les Mandaloriens, ils vivent pour l'instant et dans l'instant. Donc, il n'y a pas à proprement parler de passé et de futur dans leur verbe. Il n'y a pas de genre en Mandoa. C'est inclusif. Il n'y a pas de distinction entre les sexes. Donc, le mot buir, il signifie aussi bien père que mère. Le mot vod signifie aussi bien frère que sœur. Ad signifie aussi bien fils que fille, que gendre ou belle-fille. Ils font pas de distinction non plus dans les pièces rapportées, on va dire. Tu te maries à un Mandalorien, tu deviens Mandalorienne, tu deviens la fille de ton beau-père. Il n'y a pas de notion de beau-père, belle-mère ou de gendre ou de belle-fille. Ensuite, on est sur une langue avec une structure agglutinante. Donc, par exemple, Ika, qui est un suffixe affectif pour signifier petit ou mignon, on le rajoute au mot vod, vod Ika, ça donne petit frère, petite sœur, frangin, frangine, sœurette. Voilà. Ad Ika, ça donne fiston ou fillette. Fillette dans le sens affectif, hein, pas dans le sens insulte. Siar Ika, donc Siar c'est cœur. Donc Siar Ika, ça donne ma chérie, mon cœur, mon amour. De la même manière, par exemple, le mot dar, qui signifie ne plus, plus dans le sens moins, si on l'accole à bouillir, ça donne dar bouillir, ça donne plus un parent. C'est la manière de renier son père. Voilà, dar bouillir, il dit plus mon père, plus ma mère. Dar manda, c'est ne plus être mandalorien. Ou alors dans l'autre sens, ori, qui signifie plus, ça donne ori vod, ça donne un grand frère, une grande sœur. Ori voré, par exemple, ça veut dire merci beaucoup. Voré, merci. Ori voré, merci beaucoup. La même manière, je vous ai mis d'autres exemples derrière. Tal, c'est le sang. Galar, c'est verser. Talgar, c'est saigner. Épar, c'est manger. Yem, c'est la maison. Épar Yem, c'est la cantine. Mando Ad, c'est le fils, la fille de Mandalore. Voilà. C'est super simple en fait, une fois qu'on a compris ça. Et juste pour la petite anecdote, donc c'est la langue de la galaxie avec le plus d'insultes. En tout cas, c'est la langue la plus développée à l'heure actuelle dans l'univers Star Wars, avec le plus d'insultes. Mais alors, c'est des insultes qui sont centrées sur les concepts de lâcheté, de stupidité ou de paresse, puisque c'est des choses qui répugnent le plus les Mandaloriens. Donc je vous ai mis quelques modèles d'insultes comme ça pour le plaisir. Donc Chakar, c'est pour le charognard. Dikut, c'est pour l'idiot. Ozik, c'est pour dire que c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et donc là, justement, on en arrive sur les concepts de lâcheté ou de stupidité. Donc Mirch Kiramud, ça veut dire tueur de cerveau. En gros, c'est pour quelqu'un qui est ennuyeux. Vous tuez le cerveau de votre interlocuteur. Et la dernière qui me fait beaucoup rire, donc Nesha Bruduni, ça veut dire me fait pas chier. Et si le Mandalorien vous dit ça, dans la seconde qui suit, vous prenez une baffe. Voilà, pour vous donner une idée de un peu du langage. Donc le principe, c'est que pour être mandalorien, il faut connaître la langue mandalorienne. Alors pour l'anecdote aussi, Boba Fett est le seul et unique Mandalore à ne pas parler mandalorien. Oui, bah visiblement, il a eu des dérogations. Donc ensuite, on arrive au dernier principe, Mandalore, le chef unique. Bah justement, on en parlait de Boba Fett, je vous mets rapidement un petit dialogue là, entre Non Arnor. Donc Non Arnor, c'est un envahisseur Yuzang et Boba Fett. Donc Arnor lui dit « Je pourrais tout aussi bien vous tuer maintenant » et Fett lui répond « Je ne suis qu'un homme, les clans trouveront un nouveau Mandalore et ils se battront ». Voilà, ça présente à peu près toute la mandalité aussi mandalorienne vis-à-vis du Mandalore. En gros, on a, donc je vous ai dit, les Mandaloriens, ils fonctionnent avec un système de clans. Donc on a un chef par clan qui est choisi pour ses qualités, son respect des valeurs. Mais tous ces clans et tous ces chefs sont soumis au Mandalore, donc le chef unique. Donc du coup, à l'époque des croisés et des néo-croisés, comment on élisait le Mandalore? Bah, c'était très simple. Le premier à constater la mort du précédent Mandalore et à s'emparer de son casque, il devenait le nouveau Mandalore. Voilà, pur et dur. Ensuite, à l'époque de Jaster Merel et des Mandaloriens véritables, c'était par élection que ça se faisait. C'est-à-dire qu'en gros, les chefs de clan et les anciens élisaient par reconnaissance de ses qualités personnelles, de ses victoires à la guerre, de sa droiture morale ou de son engagement, un chef pour les diriger. Donc chaque clan est toujours indépendant, bien sûr, mais comme Mandalore appelle, tous doivent se rallier à lui. Donc on l'a vu déjà un peu tout à l'heure, hein, les Mandoades sont très indépendants dans leur vie de tous les jours, mais ils vont se plier sans discussion aux ordres en période de guerre. Et du coup, en période de guerre, on a toutes les ambitions personnelles qui disparaissent. Seule l'issue de la bataille est importante parce qu'à leurs yeux, la gloire de Mandalore passe avant la gloire personnelle.
C'est un peu ce qu'on avait vu déjà, tout à l'heure. Donc là, voilà, on a vu les 6 principes qui régissent la vie des Mandaloriens. Là, on va parler un peu du reste de leur culture. Donc je voulais aborder quelques points. Le premier point, c'est sur le nomadisme. Parce que du coup, on l'a vu, à une époque, les Mandaloriens étaient éparpillés sur un sacré nombre de planètes. Bah, maintenant, je dis maintenant, dans le sens, les Mandaloriens tels qu'on en parle maintenant, vivent essentiellement sur Mandalore, mais peuvent vivre ailleurs. C'est sans problème, c'est une culture nomade. Donc encore un petit proverbe pour aller jusqu'au bout, la maison est là où repose l'armure. Donc en gros, pourquoi est-ce que les Mandaloriens sont essentiellement nomades? Bah, c'est très simple. L'avantage de se disperser, c'est que ça permet de pas offrir de cible à l'ennemi. Il n'y a pas de quartier général à cibler, il n'y a pas de planète à prendre. Au pire, si Mandalore tombe, comme ça a été le cas quand elle était sous domination impériale, bah, les Mandaloriens ils vont s'installer sur une autre planète tranquillou, ils vont se mélanger à d'autres peuples et tout. Et il n'y a pas de Enfin, c'est pas comme sur d'autres planètes où si tu prends le Sénat, et ben du coup tu prends le pouvoir sur la planète. Là, ça existe pas le Sénat ou les organes décisionnaires. Voilà. Donc dans la culture mandalorienne, l'installation elle est toujours considérée comme temporaire. Alors temporaire, ça peut être une nuit comme ça peut être 10 ans, mais c'est temporaire. Ils considèrent pas, même si ça fait 10 ans qu'ils sont sur place, qu'ils vont encore rester les 10 ans qui suivent. Un clan Mando est toujours prêt à partir au moindre besoin. C'est le principe du Shev La Bassan, qui veut dire une disparition stratégique. C'est-à-dire que dès qu'ils sont compromis, dès que la position est compromise, ils plient bagage et ils déménagent. Donc du coup, vous l'imaginez bien, une vie de nomadisme comme ça apprend très vite à voyager très léger et à pas s'encombrer de tout ce qui est superflu, puisqu'il faut être capable de partir très vite en très peu de temps. Donc ensuite, les Mandaloriens et la mort, parce je voulais aborder ce sujet-là, parce qu'on est donc sur une culture essentiellement guerrière. Donc forcément, qui dit guerrier dit beaucoup mort. Donc les Mandaloriens, ils vivent avec la mort au quotidien. Et vraiment au quotidien, parce que donc ils ont un concept, c'est celui du mandat, qui est c'est pas un paradis à proprement parler, c'est compliqué à expliquer en fait. C'est un concept un peu abstrait en fait pour quelqu'un qui est pas mandalorien et enfin bref pour nous, c'est que du coup le mandat en fait c'est un plan spirituel où les guerriers vont continuer à vivre, continuer à protéger les leurs même en étant morts. Donc du coup voilà, donc ils vivent avec la mort. Donc là je vous ai remis un petit hommage, donc pas partis définitivement, seulement plus loin. Voilà, c'est le principe même du mandat. Ils sont pas morts, ils sont pas dans une autre dimension, ils sont juste plus loin, là où les vivants peuvent pas les toucher, mais ils sont pas loin. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Le mandat, c'est un plan spirituel où les guerriers et guerrières morts continuent leur vie. Et c'est l'objectif ultime de chaque Mandoan, en fait. C'est ce qu'ils s'imaginent. Ils sont mandaloriens, ils vivent dans le Manda, hein, c'est dans leur nom, hein, Mando-Ad. Et du coup, quand ils mourront, ils arriveront dans ce plan spirituel qui leur permettra de continuer à mener leur combat, leur vie, leurs actions et tout. Du coup, ils pratiquent le souvenir quotidien des disparus, comme ils sont toujours en déplacement. Donc là, c'est pareil, c'est encore un hommage à un camarade mort. Je suis toujours vivant, mais tu es mort. Je me souviens de toi, ainsi tu es éternel. En fait, faut voir que les Mandaloriens, ils ont un rapport très proche à la mort. Ils sont une culture nomade, donc il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'enterrement. La plupart du temps, ils font que des bûchers, vu qu'ils peuvent partir n'importe quand. Donc ils conservent que les possessions essentielles du défunt. Le plus souvent, ils récupèrent l'armure parce que c'est le plus utile, ou ils récupèrent une pièce de l'armure pour avoir un souvenir, le casque ou un gantelet ou une épaulette avec le symbole. Mais par contre, tous les jours, ils vont réciter donc la fameuse phrase pas parti définitivement, seulement plus loin, en hommage à leurs disparus. Donc pour pas les oublier et pour toujours les honorer. En fait, chez les Mandaloriens, les vivants, ils vivent au quotidien avec le souvenir des morts. Et du coup, on arrive à ce mot, ce concept aussi, qui est typiquement mandalorien, Lain-An, donc qui représente un moment de satisfaction et de chagrin quand on est entouré d'êtres chers et qu'on se remémore les disparus avec une intensité douce amère. Vous voyez, ils ont un mot rien que pour ça en fait. Parce que du coup, voilà,
c'est leur vie de tous les jours. L'illustration qui pourrait représenter ça, c'est un Mandalorien vivant avec tous ses fantômes derrière lui, en fait. Voilà. Le Mandalorien vit au quotidien avec des fantômes et se souvient au quotidien de ses disparus. Donc je trouvais assez intéressant aussi de présenter cette facette-là des Mandaloriens. Donc on arrive un peu sur les dernières parties. Comment devenir Mandoad? Comment devenir un Mandalorien? Donc il y a différentes techniques. Il y a le Sin Vetim, donc qui s'appelle la neige vierge. Donc c'est le principe de repartir de zéro. Donc en fait, vous adoptez et vous respectez le raisonnement, les 6 actions, et vous coupez les points avec votre passé. Donc en gros, vous pouvez être l'exemple de Valon Vo, voilà. Vo, c'était un aristocrate, alors je sais plus exactement de quelle planète il était originaire. Il faisait partie d'une famille aristocrate, sauf qu'il se plaisait pas dans sa famille, il n'arrivait pas à suivre leurs principes et tout. Il a décidé de tout abandonner, il a laissé sa famille derrière lui, il est parti, il a été adopté par un Mandalorien à l'âge adulte, hein. Et il est devenu Mandalorien à son tour. Il a fait le signe Vetim, il a coupé les ponts avec son passé, il a adopté les principes. Je vous ai remis une autre citation là que je trouve assez intéressante, qui est tirée d'un bouquin aussi, qui dit « C'est ça qui est bien avec le fait d'être un Mando, si vous ne disposez pas de la famille de vos rêves, vous pouvez vous en aller en choisir une autre vous-même. » Voilà, c'est ça le principe. Si la vie que vous menez vous convient pas et que la vie des Mandaloriens vous semble assez intéressante, vous pouvez décider d'en devenir un, tout simplement. Donc du coup, sinon, on peut aussi rejoindre les Mandaloriens par adoption. Donc ça se fait essentiellement pour les enfants. Alors si vous naissez dans une famille mandalorienne, vous allez être éduqué comme un Mandalorien, vous allez devenir un Mandalorien. Mais comme c'était le cas par exemple pour Jango Fett, qui est né dans une famille qui n'était pas mandalorienne, il a été adopté par Jaster Merrell, il a été ensuite élevé à partir de ses 8 ans comme un Mandalorien, et il a suivi la formation, il a été adopté officiellement par Jaster avec ce serment d'adoption. Je reconnais ton nom comme celui de mon enfant, tout simplement. Donc à partir de là, l'enfant est adopté et devient Mandalorien. Ça se fait aussi bien sur les adultes, hein. Alors, les enfants, ils sont adoptés, ils sont ensuite formés comme étant des Mandaloriens. Les adultes, faut qu'ils soient passés par le Sin Vetim avant, qu'ils aient accepté de suivre les principes, et à partir de là, ils peuvent être adoptés. Alors, soit ils vont former leur propre clan, soit ils vont être adoptés pour rejoindre un autre clan. Et pour finir, un petit point sur sur les Mandaloriens à part, parce qu'on parle beaucoup de Mandaloriens chasseurs de primes ou guerriers ou mercenaires, mais faut pas croire. On a aussi des Mandaloriens qui sont fermiers, des Mandaloriens qui sont mécanos, des Mandaloriens qui sont barman. En fait, les Mandaloriens donc vivent en grande majorité sur Mandalore, mais ils sont aussi éparpillés sur toutes les planètes de la galaxie, même s'ils dominent pas ces planètes-là. Et ils sont capables d'occuper tout corps de métier civil, parce que pour eux, aucun métier n'est considéré comme inférieur. Par contre, faut pas croire, hein, si un jour vous tombez sur un barman mandalorien, lui cherchez pas des noises parce que il sera quand même capable de vous étaler pour le compte, puisque même s'ils sont pas guerriers, même s'ils sont pas mercenaires, tous ces Mandaloriens dans les corps de métier civils sont complètement capables de se battre, complètement capables de former leurs enfants et complètement capables de répondre à l'appel du Mandalore si nécessaire. Sinon, ils seraient pas des Mandaloriens vu qu'ils respecteraient pas les 6 principes. Donc on en arrive à la conclusion de cette conférence, et en fait pour la conclusion, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la place à une citation un peu plus longue cette fois-ci, de Mandalore la destructrice, qui présente à mon sens de manière extrêmement claire ce que c'est qu'être un Mandalorien. Donc je vous la lis. Voici pourquoi vous ne pouvez pas nous exterminer, Arueti. Alors Arueti c'est étranger, c'est tout ce qui n'est pas Mandalorien. Nous ne sommes pas regroupés à un seul endroit. Nous sommes dispersés dans la galaxie. Nous n'avons pas besoin de seigneurs ou de dirigeants. Donc vous ne pouvez pas détruire notre commandement. Nous pouvons vivre sans technologie. Donc nous pouvons nous battre à main nue. Nous n'avons ni espèce, ni lignée. Donc nous pouvons repeupler nos rangs avec ceux qui veulent nous rejoindre. Nous sommes plus qu'un peuple ou une armée, Arueti. Nous sommes une culture. Nous sommes une idée. Et vous ne pouvez pas tuer des idées, mais nous pouvons certainement vous tuer. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus clair sur ce que sont les Mandaloriens, ce que sont cette culture et ce qu'ils représentent au sein de la galaxie. Donc,
Je suis maintenant disponible pour tout ce qui est des questions et je vous remercie de m'avoir écoutée et suivie jusque-là.